Est-ce que vous m'entendez? Ok, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième conférence du cycle de conférences Art et Sport organisé par le Pavillon Blanc de Colomiers. Aujourd'hui, nous allons parler de vélo. La dernière fois qu'on s'est vu, on avait abordé la marche et la montagne et nous allons développer plusieurs conférences qui vont continuer donc en 2024 sur toute une variété de sports reliés à la pratique artistique avec toute une liberté entre les pratiques, les époques et vous verrez que j'espère vous reconnaîtrez un petit peu aussi mes choix personnels pour les personnes qui sont là depuis quelques années qui sont toujours très reliés au monde, connectés à l'actualité aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Voici les conférences dans leur ensemble. Donc en janvier, on se retrouve pour une conférence sur la danse ou les danses, qui je pense sera aussi assez chouette. En tout cas, j'ai très hâte de la préparer là pendant les prochaines semaines. Et ensuite, on continuera sur les arts martiaux, les sports plutôt reliés à l'eau, surf, natation, mais on parlera un peu aussi de voile. Et pour finir sur mon sport fétiche qui est la planche à roulettes, donc voilà, à laquelle je souhaite vous initier fortement. Donc on verra si ça se poursuit par des stages pratiques. Voilà, donc quelques dates d'abord sur l'histoire du vélo, parce que je pensais qu'avant de vraiment partir dans le côté artistique, c'était intéressant aussi d'avoir quelques notions de culture générale. Et en fait, figurez-vous que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même tout un tas d'informations très curieuses dans cette histoire du vélo. Et notamment la première qui est quand même cette espèce d'énorme différence entre le début, la première date de 1817, pardon, l'invention donc de la draisienne par le baron Karl Drey von Sauerbronn. Donc la draisienne qui est ce vélo qu'on donne aujourd'hui aux enfants pour apprendre déjà à tenir en équilibre et à pousser avec leurs pieds. Mais qui était en 1817 vraiment une invention brevetée utilisée par les classes aristocratiques pour se déplacer d'un point A à un point B, vraiment une innovation technologique très à la mode et qui finalement presque, enfin, plus d'un siècle plus tard va arriver à l'invention finale en 1950 du vélo comme on le connaît aujourd'hui avec le dérailleur, la possibilité de changer les vitesses, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui est vraiment intriguant, qui est cette énorme différence de temps entre 1817 et 1950, sur laquelle on va revenir dans quelques minutes. Donc je vous ai mis quelques dates voilà, un peu phares. Tout au cours de ce siècle et demi, il va y avoir plusieurs inventions, des centaines de brevets déposés. On est aussi dans le moment où c'est un petit peu la course compétitive entre le Royaume-Uni et la France sur les inventions. Ce qui se retrouve aussi avec l'histoire de la photographie à peu près au même moment, où les deux pays vont vraiment se tirer la bourre. Et donc on passe d'abord évidemment par l'invention de la pédale, donc les vélocipèdes, la michaudine, du coup c'est l'invention de Pierre Michaud qui était un serrurier parisien, qui a du coup placé le pédalier sur la roue avant, ce qui a entraîné donc ensuite des expérimentations avec des différences de taille de roue énormes, donc avec le Grand Bi du coup en 1872 et toutes les problématiques aussi de confort, enfin toutes ces choses-là très intéressantes et puis de poids du corps en avant, en arrière, enfin il y a eu des accidents, mais je pense qu'ils devaient être vraiment très très impressionnants avec ces histoires de roues. Et puis en plus à l'époque on faisait quand même du vélo sans avoir de pneus, donc ça ne devait pas être très confortable non plus. Et on a toute disons, l'histoire aussi de la démocratisation et de la commercialisation du vélo avec notamment Peugeot qui a démarré cette commercialisation donc à la fin du 19e siècle en 1886, suivi de près par Dunlop et Michelin et donc l'invention du pneumatique, de la chambre à air et du pneu démontable. Et très vite suivi par le premier Tour de France en 1903. Et ce qui est quand même curieux, c'est que le premier Tour de France a quand même lieu avant l'invention des vitesses et du pédalier. Donc bon, ça devait être quand même assez conceptuel pour les athlètes du Tour de France. D'ailleurs, je me suis renseignée sur l'histoire du Tour de France sur laquelle on va revenir après. Et en fait, il y a des archives
Tour de France des années 20 où les coureurs fument des cigarettes sur le vélo et boivent du vin. Donc c'est vraiment une ambiance particulière qui va bien évoluer après, vous vous doutez bien, avec tous les scandales liés au Tour de France. Et donc, bon, pourquoi? Je me suis vraiment posé cette question. Il y a autant de temps qui se déroule entre la draisienne et le vélo qu'on connaît aujourd'hui. Parce que quand même, quand on y pense, le vélo, c'est pas non plus une invention ultra complexe. Comment c'est possible qu'il y ait un siècle et demi qui se déroule comme ça? Et donc, bon, je réfléchis, voilà. Je suis en thèse, 5e année de thèse, j'ai quand même fait 400 ans d'études. Je suis quand même censée avoir des connexions dans mon neurone et j'arrive pas à trouver la réponse à cette question. Et je bois mon café un matin il y a quelques jours. Et en fait, une de mes colocataires, donc on en discute et elle me fait remarquer, mais Olga, c'est tout simple. C'est simplement parce que le vélo ne sert pas à faire la guerre. Ben voilà, en fait c'est simple. La bombe atomique, l'invention du plastique, de l'acier, de tout un tas de choses qui sont quand même arrivées assez rapidement, mais sont motivées par l'effort de guerre, par aussi l'effort lucratif de la conquête. Et en fait le vélo est plutôt pacifiste, donc du coup le temps d'invention et d'amélioration de cette invention est plus long. Donc voilà, effectivement, ça c'est quelque chose que j'ai raconté aussi à mes étudiantes et étudiants, puisqu'on a entamé maintenant un cours sur l'histoire du design. Et l'histoire du design est quand même beaucoup reliée aussi aux inventions militaires. Et donc, bon voilà, il y a cette espèce d'explication toute simple et qui, je trouve, pose aussi une sorte de tension dans ce vélo qui, en fait, est quelque chose qui représente à la fois un moyen de déplacement moins, disons, dans la tendance de la révolution industrielle, avec la locomotive, la rapidité, les machines, toute cette idée un peu d'intensifier le rythme. Le vélo, voilà, c'est toujours la même vitesse et elle n'est pas très rapide, sauf pour le Tour de France. Il y a vraiment aussi une dimension féministe au vélo qu'on va voir dans la deuxième partie, dans la partie finale de cette conférence. Donc bon, c'est assez, voilà, je trouvais que c'était une information quand même assez intéressante. On pourra débattre là-dessus à la fin de la conférence si vous le souhaitez. Mais voilà pour quelques informations de culture générale sur l'histoire du vélo, que je fais suivre tout de suite, bien sûr, par cette petite slide sur le Tour de France que j'ai intitulée avec ma poésie habituelle de titre « Gloire et déboire ». Donc effectivement, le Tour de France, le premier, se passe en 1903. Et en fait, c'est Henri Desgranges, qui est un ex-cycliste et qui dirige une revue sportive qui s'appelle L'Auto, qui est en fait une revue sur le vélo, hein, qui porte mal son nom, qui va inventer ce Tour de France, notamment pour promouvoir sa revue. Et information intéressante que j'ai trouvée dans mes recherches, en fait, à l'époque, les revues sportives n'étaient pas beaucoup achetées. Et donc, pour leur donner un petit attrait commercial, on les imprimait en feuilles de couleur. Et la revue L'Auto était imprimée en jaune, d'où le maillot jaune. C'est vraiment relié à ça. Voilà, puisque vous savez que dans les autres compétitions de cyclisme en Europe, en Espagne, en Italie avec le Giro, les maillots des champions et des prétendants au titre ne sont pas tous de la même couleur. Et en France, on a le maillot jaune qui vient de l'Auto, de cette revue qui était jaune. Donc le Tour de France est vraiment ponctué de tout un tas de scandales et d'histoires très particulières, comme par exemple l'empoisonnement de Paul Duboc, dont on ne sait toujours pas si c'est une réaction de digestion ou un réel empoisonnement, puisqu'il avait bu dans une gourde qu'un passant lui tendait. Et bon, voilà, s'en est suivi une histoire gastrique complexe. Mais aussi des histoires un peu plus dramatiques, comme le décès de Tom Simpson sur le Mont Ventoux en 1967, à cause de la chaleur, mais aussi de l'alcool et des amphétamines, puisque l'histoire du Tour de France est très reliée à l'histoire de la drogue et du dopage, évidemment. Donc il y a toute une série de scandales que vous connaissez probablement. Pedro Delgado contre les positifs, à une substance qui à l'époque n'était pas encore interdite par l'UCI, l'Union cycliste internationale, mais interdite par le Comité international olympique, donc c'est passé. Toute l'histoire du scandale Festina, bien sûr aussi en 98, mais aussi des moments un peu dramatiques de revirement de situation, comme en 1989 avec la défaite de Laurent Fignon, vaincu de 8 secondes par Greg LeMond. Donc c'est très très épique, il y a beaucoup d'histoires comme ça.
Et puis la dernière en date, évidemment, c'est la carrière de Lance Armstrong qui a remporté 7 Tours de France. Et puis finalement, on a fini par lui enlever toutes ses victoires parce qu'on s'est rendu compte qu'il ne buvait pas que de l'eau. C'est quand même le Tour de France, une compétition qui a un audimat énorme, donc plus de 42,5 millions de téléspectateurs et téléspectatrices regardent le Tour de France tous les ans. Ça génère un business énorme évidemment et on s'est rendu compte aussi que c'était une des compétitions les plus regardées dans le monde après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de foot. Donc c'est quand même assez fou. Et évidemment, le Tour de France a aussi une énorme importance identitaire dans la transmission de l'image touristique et culturelle et aussi paysagère de la France. Et il y a tout un attrait, un pendant culturel et artistique qui va venir avec le Tour de France, comme on va le voir un peu plus tard aussi, notamment au cinéma. Néanmoins, un scandale relié au Tour de France auquel je n'ai pas pensé de suite, c'est le scandale écologique, puisque récemment, il y a eu quand même des personnes qui ont critiqué le Tour de France pour des questions écologiques, notamment l'idée de faire courir des personnes en vélo tout en les faisant être suivies par une caravane de camions, de motos, de voitures, enfin quelque chose quand même d'assez important. Et aussi avec cette idée, notamment pour les fortes chaleurs depuis quelques années, de mouiller les routes pour rafraîchir l'asphalte. Donc bon, il y a quand même aussi une critique un peu de cette espèce de compétition extrême, de performance, où il y a quand même une sorte d'omerta sur le dopage, etc., et qui en même temps est aussi soutenu et suivi par tout cet effort commercial et de marketing. Et puis il y a eu au fil du Tour de France aussi des manifestations des coureurs et des coureuses, puisqu'il existe aussi un Tour de France des femmes, contre justement cette surmarchandisation de cette compétition. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport aux années 1920 où on faisait le Tour de France en n'ayant ni pédalier, ni vitesse et en fumant des cigarettes et en buvant du vin, c'est pas la même ambiance. Donc il y a quand même une évolution aussi de cette compétition qui est intéressante et qui m'amène à vous parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement en ce moment, qui sont les Jeux Olympiques de Paris 2024. Évidemment, vous vous doutez bien que ce cycle va reprendre aussi régulièrement la thématique des JO. Et puis moi, j'ai découvert récemment que l'agence de communication qui s'occupe de l'image des Jeux Olympiques, avait donc sorti ce qu'ils appellent des blasons, qui sont en fait les logotypes, la signalétique des JO. Et c'est quelque chose qui a fait scandale. Alors vous allez me demander comment est-ce qu'on peut faire scandale par le biais de pictogrammes. Et bien en fait si, c'est possible, puisque c'est la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques qu'on va remplacer des pictogrammes par des blasons. Je vous explique le problème. En fait, les pictogrammes sont censés être reconnaissables par toutes et par tous, sans passer par les mots, puisque ce sont les pictogrammes qui vont orienter la signalétique des personnes allant aux épreuves, mais aussi toute l'image de marque autour de la diffusion des épreuves, autour de la vente d'objets dérivés, etc. Et pour ces blasons, il y a une critique qui a été adressée au comité olympique, c'est la lisibilité, puisqu'il y a beaucoup de ces blasons qui sont assez compliqués à déchiffrer tout de suite et où il faut avoir des notions dans le sport pour pouvoir comprendre de quoi on parle. Je vous donne un exemple. Ici, j'ai relevé du coup les blasons qui sont alloués aux disciplines reliées à la bicyclette et qui sont dans l'ordre d'apparition en haut à gauche. Le paracyclisme sur route, le paracyclisme sur piste. Vous allez me dire si vous les reconnaissez en même temps que je vous l'ai dit. Ensuite, on a le BMX Racing et le BMX Freestyle. C'est les vignettes qui sont en vert. Donc là, si on n'a pas une petite notion déjà de la différence entre les deux, ça devient plus compliqué de comprendre juste à la différence du casque lequel est lequel. Ensuite, en bas, on a le cyclisme sur piste et le cyclisme sur route. Donc, si je vous le dis en même temps que vous le regardez, évidemment, c'est plus simple. Mais il y a quand même toute
tout un tas de ces blasons qui sont difficilement lisibles, et c'est vraiment le reproche qui a été adressé au comité olympique qui est donc à l'organisation de ces JO à Paris, et en même temps c'est clairement assumé aussi de la part des organisateurs et organisatrices d'avoir complexifié, d'avoir rendu ces pictogrammes moins lisibles et plus artistiques dans leur propre dénomination. Je vous montre un exemple pour illustrer mon propos. Donc là, vous voyez ce que seront ces blasons. Et vous voyez ici en comparaison ceux qu'ils ont été au JO de Tokyo en 2020. Donc quand même beaucoup plus lisibles, beaucoup plus clairs et qui ressemblent beaucoup plus à des pictogrammes dont j'ai remis du coup la définition du Centre national de ressources textuelles et lexicales. Un pictogramme, c'est un dessin figuratif, plus ou moins réaliste ou stylisé, utilisé à des fins de communication, mais sans référence au langage parlé. Ce qui est aussi très important pour toutes les questions de personnes qui ont des difficultés à parler, des handicaps, ou tout simplement qui ne parlent pas la même langue, ce qui quand même est quelque chose qui va beaucoup arriver aux Jeux Olympiques. Donc voilà, ça c'est une petite anecdote un petit peu, disons, graphique que je voulais aborder par le biais du vélo, et que je trouvais intéressante justement puisqu'on essaye nous d'avoir un regard plus artistique sur cette pratique-là. Donc voilà, je trouvais que c'était quand même un débat intéressant à lancer, et puis le fait que ce soit clairement assumé, ça pose aussi la question de qu'est-ce qu'ils entendent faire par cette histoire de produits dérivés à vendre et d'explications à faire sur toute cette signalétique-là. Est-ce que ça va causer des problèmes, des embouteillages dans les couloirs, puisque les gens ne sauront pas où est-ce qu'il faut qu'ils aillent? Nous verrons bien. En tout cas, vous voyez que la question de la réflexion et la pensée graphique autour d'un événement sportif est quand même essentielle, et c'est important d'avoir aussi un regard critique là-dessus. Pour commencer, dans le corpus d'œuvres que je vous ai sélectionné, j'ai trouvé cette lithographie de Mucha pour les cycles Perfecta en 1902. Donc quand on resitue un petit peu dans l'historique du vélo, vous vous souvenez, 1903, le premier Tour de France, on est vraiment aussi dans un moment où on va démocratiser cette pratique, et on va vraiment être dans une tendance aussi de plus en plus grande de ce vélo, et donc effectivement vont aussi se développer les premières publicités autour de cet article, et donc forcément ici avec le style très reconnaissable de Mucha. Alors sachez que je me suis permise de faire des allers-retours dans les époques en toute liberté pour cette conférence. On a déjà parlé plusieurs fois de Fernand Léger ici. On connaît quand même assez bien cet artiste à Toulouse et en Occitanie en général. Et voici une de ses œuvres qui s'intitule Les Deux Guidons, donc qui date de 1945, et qui pose aussi, on reviendra sur les travaux de Léger un peu plus tard, vraiment cette orientation entre la figuration et l'abstraction, sur laquelle Léger va jouer effectivement tout au long de sa carrière sur tout un tas de problématiques différentes, mais le vélo, c'est quelque chose qui l'a vraiment intéressé énormément, et vous allez voir qu'il y a toute une autre série de travaux que je vous ai mise aussi un peu plus loin, qui va être tout à fait intéressante, et qui va aussi se positionner dans cette première moitié du XXe, où on avait déjà commencé à déconstruire la figuration avec le cubisme et repenser les couleurs, notamment avec le fauvisme, etc. Donc on est vraiment aussi sur ce jeu de la reconnaissance de ces éléments du monde réel, mais qui sont détournés, dont la forme est fluidifiée. J'ai trouvé aussi très intéressante cette œuvre de Claes Oldenburg et Koosje van Bruggen, La bicyclette ensevelie, qui se situe au parc de la Villette. Donc c'est une sculpture monumentale qui fait plus de 46 mètres de long, acier, aluminium et plastique. Donc on voit un morceau de selle, un morceau de pédale, un morceau de roue que vous voyez tout au fond là, et une petite sonnette bleue sur une branche de guidon. Et donc effectivement, cette sculpture monumentale est assez difficile à cerner en entier. D'ailleurs, c'est assez rare d'avoir des photos qui reprennent un petit peu toutes les parties. Et c'était justement l'idée de ne pas pouvoir saisir cette sculpture en entier, et de ne la découvrir que par morceaux, et d'avoir aussi ce côté enseveli et monumental. Et c'est vraiment ce que font ces deux artistes, enfin ce qu'ont fait ces deux artistes, puisqu'ils ont fait plus de 25 sculptures monumentales ensemble. Toujours avec une sorte d'héritage un peu du pop art, c'est-à-dire en reprenant des objets
de la vie quotidienne, de la vie banale, et en les mettant en fait dans l'espace public et en déformant complètement leur côté utilitaire de par la taille de ces sculptures. Évidemment, ça s'explique aussi par l'histoire de ces artistes, puisque par exemple, Oldenburg, qui est né en Suède, a quand même rencontré à New York toute la génération d'artistes du pop art et aussi du happening, comme Alan Capro. Et donc, il y a aussi cette notion de faire des œuvres in situ dans l'espace public, mais qui soient des œuvres vraiment avec une dimension performative énorme, des œuvres très impressionnantes. Et donc, Cosie van Bruggen, qui était l'épouse du coup de Claes Oldenburg, qui était artiste et aussi historienne de l'art, a collaboré avec lui sur cet ensemble de sculptures monumentales très intéressantes et qui pose aussi la question justement de cette banalité de la bicyclette qu'on a l'habitude de voir tous les jours, mais là du coup portée à une sorte de monumentalité théâtrale et mise dans l'espace public, noyée dans le sol, quoi. La bicyclette permet évidemment aussi d'aller dans des terrains un peu plus conceptuels et peut-être connaissez-vous cette route bicyclette de Marcel Duchamp qui date de 1913. Donc ce qui est intéressant, c'est que 1913, c'est quand même antécédent à la fontaine ou l'urinoir de Marcel Duchamp qui date de 1917 et elle est moins connue étrangement. Je vous mets une citation que j'ai trouvée à ce propos. La route bicyclette est mon premier ready-made. Donc ready-made, vous savez que c'est le fait de prendre un objet industriel, le poser sur un socle. Donc l'urinoir était posé sur un socle. Ici, le socle est un tabouret, ce qui pose aussi question par rapport au statut de l'objet. Mais donc de ne pas le toucher, de ne pas avoir de procédé artistique dessus, de simplement le présenter en tant que tel. Donc, la route bicyclette est mon premier ready-made, à tel point que ça ne s'appelait même pas un ready-made. Voir cette route tourner était très apaisant, très réconfortant. C'était une ouverture sur autre chose que la vie quotidienne. J'aimais l'idée d'avoir une route bicyclette dans mon atelier. J'aimais la regarder comme j'aime regarder le mouvement d'un feu de cheminée. Donc il y a aussi cette dimension multisensorielle qui commence à s'installer, le fait d'avoir le mouvement de la roue, le bruit, d'avoir vraiment ces différents aspects un petit peu complémentaire qui évidemment va aussi s'inscrire dans la manière dont Marcel Duchamp va révolutionner toute la pensée de l'art contemporain et toute la manière de faire de l'art qui nous influence encore aujourd'hui. Donc c'est quand même intéressant d'avoir pris cette espèce de morceau de roue, d'avoir retourné, d'avoir changé son utilité pour en faire une œuvre d'art qui va ensuite entraîner tout un tas de réflexions conceptuelles après la Deuxième Guerre mondiale, plutôt dans les années 50, puisque vous savez qu'au moment où Duchamp va faire ce ready-made-là et l'urinoir ou la fontaine, ça va pas du tout être bien reçu, ça va être uniquement connu d'une certaine niche artistique très marginale, et ce n'est que dans les années 50 que ces œuvres-là vont prendre beaucoup d'importance et qu'il va y avoir beaucoup de choses écrites dessus et que ça aura vraiment un héritage dans le reste du XXe siècle. Dans la même veine, mais pas au même moment, cette tête de taureau de Pablo Picasso, qui est aussi très intéressante, pour lui, ces deux éléments, donc cette selle et ce guidon, ce serait, je le cite, en un éclair associé dans son esprit. Donc c'est plus un détournement d'objet qu'un ready-made, puisqu'il y a quand même un procédé artistique, il y a un geste qui est fait, un geste d'assemblage, même s'il est minime. Et Picasso raconte qu'au printemps 1942, il va passer devant une décharge publique et voir ces objets, alors qu'il se rendait à l'enterrement de son ami sculpteur Julio González. Et cet ami sculpteur était quelqu'un de très important pour lui. Et donc pour Picasso, cette tête de taureau, c'est un hommage artistique à celui qui lui avait enseigné les techniques de la soudure. Donc pour lui, c'est aussi une manière de créer une nouvelle réalité, une poésie du quotidien. Et qui va aussi permettre de réduire à une certaine simplicité essentielle la pratique de l'art, ce que Picasso a fait aussi dans sa carrière picturale, quand on pense à ses peintures cubistes par exemple, où on sait très bien que Picasso savait dessiner et peindre de manière académique, très poussée, très technique, et qu'il a choisi d'aller vers un dénouement de la figure de plus en plus radical. On revient sur Fernand Léger. Bon, il y a toute une série là, je vous en ai mis quelques-unes qui est très intéressante.
les 4 cyclistes, donc on est dans les années 40, toujours une technique très classique d'huile sur toile. J'ai trouvé quelques citations intéressantes aussi, et faites bien attention aussi aux couleurs qui ont leur importance, je vous expliquerai après. Je le cite. Le mauvais goût, la couleur forte, peut donner ici le plein usage de son pouvoir. Si je n'avais vu ici que des filles habillées avec goût, je n'aurais pas peint ma série de cyclistes. Quand il parle d'ici, il parle d'un endroit très particulier puisque Léger s'est exilé en fait à New York dans ces années-là, et il va vraiment avoir, il va être très influencé par la colorimétrie, par la publicité, les couleurs criantes qu'il va trouver là-bas et qui va essayer de retranscrire du coup dans ses peintures. Je continue à le citer. Je parlais à quelqu'un, il avait la figure bleue. Puis 20 secondes après, il devient jaune. Cette couleur-là, elle était libre, dans l'espace. J'ai voulu faire la même chose dans mes toiles. Donc c'est vraiment cette influence des États-Unis qui va se retrouver en fait dans ces séries de Léger dans ces années-là où il sera exilé. Et avec toujours un peu aussi cette influence de toute disons la génération des peintres qui ont utilisé la couleur dans l'abstraction dans les années 20, 30, 40. On pense par exemple à Mondrian, c'est aussi disons des artistes qui connaissaient le travail l'un de l'autre, avec aussi le Bauhaus au même moment en Allemagne, puis exilé aussi aux États-Unis. Et cet usage aussi des couleurs primaires et l'importance que prend la couleur aussi par rapport au trait. Donc on est vraiment là-dedans avec Fernand Léger, qui s'est vraiment beaucoup intéressé à cette figure des cyclistes. Et avec toujours ces espèces de tensions un peu ambiguës entre l'art figuratif et l'art abstrait. Mais on retrouve aussi des travaux de Léger où il y a moins de couleurs, alors ça va venir après. Mais bon, ces séries sont vraiment très intéressantes, je trouve, et reflètent beaucoup aussi ces histoires de superposition et d'opacité et de transparence. Enfin, il y a énormément de choses à dire, mais bon, vous savez que Fernand Léger, c'est un artiste que j'aime bien. Bon, ici, on a quelque chose avec un petit peu plus d'humour, donc je ne te demande pas si ta grand-mère fait du vélo. Et toujours cette reprise un peu aussi de ces formes géométriques et de ces couleurs un peu flashy. Voilà ce que je voulais vous montrer depuis tout à l'heure. Que en dehors de la couleur, il y a aussi chez Léger des études qui sont moins connues évidemment, à l'encre de Chine et à la mine de plomb sur papier, comme ici en 1948 avec ces cyclistes encore une fois. Donc vous voyez, on retrouve un des thèmes, hein, là le personnage qu'on voit sur la droite de cette œuvre, on l'a retrouvé aussi avant en version colorée. Donc voilà, toujours ce cerne noir qui vient bien contourner toutes les figures de Léger, qui est vraiment quelque chose qui est relié à sa pratique et très reconnaissable. Ces visages très stylisés et ces formes tout à fait particulières, donc on voit notamment ici dans les bras. Donc voilà, tout un développement sur la figure du cycliste. Et ces œuvres-là ne sont pas du tout les plus connues de Léger, donc c'est intéressant de les découvrir. Pour faire ensuite à nouveau un grand saut vers la contemporanéité, puisque un artiste qui va beaucoup utiliser le vélo, mais littéralement, c'est Ai Weiwei, artiste chinois, exilé aussi, qui va travailler sur le vélo, et sa réflexion, il va beaucoup parler de son travail sur le vélo, va être très intéressante aussi. Je vous montre d'abord les œuvres que j'ai sélectionnées. Donc ici, l'installation Forever Bicycles en 2013 à Toronto. Donc c'est plus de 3000 vélos empilés sur 30 mètres de longueur, 9 mètres de hauteur et de profondeur, donc c'est quand même énorme. Et vraiment empilés de manière très très géométrique, très parfaite. Ce sont des vélos neufs qui créent vraiment aussi des sortes d'illusions de profondeur qui vont presque se relier à l'art cinétique, à l'illusion d'optique. Ici, on le voit encore mieux avec Stacked, cette œuvre de 2013 qui va proposer d'empiler 760 vélos. Donc vous voyez la taille de la personne qui est à l'intérieur et les effets optiques en fait qui sont créés selon le point de vue qu'on va avoir à l'intérieur de cette œuvre dans laquelle on peut pénétrer aussi. Et enfin, Forever, qui est une installation qu'il a fait en 2003 à Londres, avec divers aspects du coup reliés au vélo. Et quand Ai Weiwei en parle, il explique vraiment que pour lui le vélo a beaucoup de signification et que déjà c'est quelque chose qui est emblématique de la culture chinoise,
On fait beaucoup de vélo en Chine, c'est vraiment quelque chose qui est très très démocratisé. D'ailleurs, quand j'ai fait quelques études et recherches pour voir un peu comment ça apparaissait dans la culture cinématographique, il y a des films chinois où le vélo prend vraiment une place très importante. Et pour Ai Weiwei, c'est une manière de montrer à la fois l'importance de la masse, mais aussi le conformisme des gens, et en même temps, d'un point de vue un peu plus positif, cette idée aussi que le vélo permet de faire collectif, de faire ensemble. Donc c'est un peu une tension entre critique et en même temps hommage à quelque chose qui est vraiment important dans la culture chinoise. Et comme vous savez, Ai Weiwei a un regard très très critique par rapport à la société chinoise. Et donc il y a vraiment voilà, tout un propos qui va développer autour du vélo comme métaphore en fait, de cette société chinoise, que je trouve très intéressant. Et puis Ai Weiwei va aussi détourner le sens du vélo, tout simplement, en le mettant à l'envers, en l'utilisant comme un matériau d'assemblage. Et ça va inspirer des artistes aussi qui vont soit travailler avec des vélos, pour le coup là, qui ne seront plus des vélos neufs, mais des vélos usagés. Donc travailler aussi sur l'idée du réemploi, du déchet, et de qu'est-ce qu'on peut faire avec le vélo si on le considère comme un matériau de sculpture. Donc ici, j'ai trouvé ces deux œuvres de Mark Grieve et Ilana Spector. Donc ici, c'est Bike Arch en 2007. Donc cette espèce d'arche faite avec des vélos usagés. Et cet obélisque qui s'intitule Cyclisque de 2010, qui fait plus de 20 mètres de haut et qui contient 340 vélos compressés. Donc vous savez que la compression, c'est aussi un geste assez symptomatique de l'art contemporain. Et qui utilise aussi des procédés industriels pour faire des œuvres d'art. Et ce qui est quand même intéressant dans cette œuvre, c'est qu'elle a été financée par le constructeur automobile Nissan. Donc ça pose aussi des questions sur pourquoi est-ce qu'un constructeur automobile finance une œuvre qui fait une sorte de tour de vélo, de déchets de vélo, quoi. Donc bon, voilà, c'est un peu, c'est ce que je dis souvent, enfin tout le temps d'ailleurs à mes étudiants et étudiantes. Posez-vous toujours la question, qui est-ce qui paye et qu'est-ce que ça veut dire du coup. Donc là évidemment, bon, ça laisse aussi la place à diverses interprétations, mais c'est intéressant. Et puis le résultat final est quand même assez impressionnant, franchement. Euh, voilà. Évidemment, quand je vous parlais de cette histoire de changer le sens des vélos, on a cette œuvre aussi de Gabriel Orozco qui s'appelle For Bicycles, There is Always One Direction. Donc 4 bicyclettes, il y a toujours une seule direction, qui date de 1994 et qui est vraiment une sorte de casse-tête, puisque finalement on s'en vient à compter les roues, essayer de comprendre quelles roues appartiennent à quel vélo, et puis finalement on se rend compte qu'en fait il n'y a pas vraiment 4 vélos, il y a un problème de nombre. Enfin voilà, c'est tout un truc. Donc si on prend le temps de vraiment observer, ça nous mine et nous problématise de plus en plus le cerveau. Et en même temps, c'est aussi pour lui une possibilité d'enlever l'utilité de base du vélo, c'est-à-dire le déplacement d'un point à un point B. Et là, ça devient vraiment quelque chose de détourné qui va créer cette espèce de mouvement un peu circulaire et en même temps intriqué. Et qui, moi, m'a fait penser très personnellement à une discipline sportive qui est reliée au vélo, qui est le BMX flat. Donc vous savez que le BMX, c'est ce vélo qui est un peu plus petit, qui a la selle toute basse ou parfois qui n'a pas de selle. Et en fait, il existe une discipline, donc il y a des champions du monde français qui sont très reconnus d'ailleurs, dont certains vivent sur la côte landaise, qui en fait font une sorte de chorégraphie, de danse avec le vélo, et c'est très très beau à voir. Je vous invite à découvrir ça si vous n'avez jamais eu l'occasion d'en voir. Donc, vous pourrez trouver des vidéos sur internet assez facilement. Et donc qui viennent ajouter cet aspect vraiment de danse, de chorégraphie à la pratique du vélo, qui est très très intéressant et beau à voir, et qui, je trouve, ressort bien dans cette œuvre d'Orozco. Une autre manière de remettre en question le côté utilitariste du déplacement du vélo, c'est ce travail de Richard Fogg, qui va donc saturer les bicyclettes d'antivol. Et l'idée, ça va être de dénoncer le besoin grandissant de sécurité dans la société et de montrer que finalement, à se sursaturer avec ces antivols et ces histoires de sécurisation, on finit par se ralentir et se bloquer complètement.
Donc c'est quand même une manière assez simple de parler de cette question-là par le biais du vélo, qui est quelque chose que nous connaissons toutes et tous. Ensuite, j'ai eu la chance du coup de... Bon, j'ai vraiment fait des recherches, j'ai adoré travailler pour cette conférence, je pense que vous le sentez dans mon enthousiasme, comme d'habitude de toute façon. Et j'ai trouvé des artistes qui sont moins connus et plus récents. Enfin, c'est un peu horrible de dire ça comme ça, mais en tout cas, trois artistes qui ont attiré mon attention. C'est Pierre Albasser, qui travaille avec l'encre et le feutre, et qui a cette manière un peu particulière, un peu poétisée de représenter le vélo, que j'ai bien aimé. Et en fait, il travaille sur ces supports sont des paquets de Tetra Pak de lait ou des déchets en fait sur lesquels il va ensuite venir travailler à l'encre et au feutre. Donc ici, on le voit particulièrement parce qu'on voit carrément le découpage de cet emballage et avec une vision vraiment très poétisée, symboliste du vélo, et qui m'amène aussi à vous montrer tout un tas de pratiques et de styles différents, comme ici avec le voyage d'Edouard de Gordon Seward qui date de 2021, qui est donc une huile et collage sur toile avec une inspiration de couleurs complètement irréelles qui vient bien sûr de l'héritage des fauves aussi, que j'ai trouvé très touchante en fait, étrangement avec toute cette saturation de couleurs. Mais il y a quelque chose quand même dans le regard de ce personnage. Et puis aussi, comme moi j'aime beaucoup l'aquarelle personnellement, j'ai beaucoup aimé ces trois travaux de Jacques Coda, donc Échappée ici de 2014, donc série d'aquarelles. En montagne, avec ce cadrage très particulier où on voit simplement dans la partie inférieure de cette aquarelle ce peloton de dos, et puis une grande place laissée au vide. Je trouvais ça assez intéressant aussi. Et puis on a l'autre face, on se retrouve face au peloton avec cette espèce de geste de victoire, donc dans Sprint, qui date aussi de 2014. Voilà, j'ai bien aimé aussi cette diversité d'approches et de styles pour parler de cette thématique-là. Et puis bon, moi j'ai grandi avec les triplettes de Belleville, donc j'ai adoré voir ces huiles sur toile de Sergio Palazón, toutes tordues, toutes étranges, qui vraiment font presque des cyclistes des sortes d'extraterrestres. Je trouve ça très intéressant. Et avec ce côté aussi qu'on retrouve dans les triplettes de Belleville, à la fois extrêmement maigre et en même temps avec des muscles saillants qui déforment complètement le corps. Donc ça se retrouve évidemment dans ce travail-là, mais aussi dans celui-ci, avec voilà, j'imagine que vous vous souvenez des triplettes de Belleville et de ce regard un peu vide là de ce cycliste. Enfin, je trouve que c'est très très intéressant et assez poétique. Il y a un côté un peu à la fois hypnotique et perte de sens complet de pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là. Et d'ailleurs, ça me fait penser aux personnes qui font aussi du vélo d'appartement en regardant des vidéos de l'extérieur. Enfin bon, il y a tout un truc un peu... voilà, c'est quand même quelque chose qui permet d'avoir accès à toute une série d'imagination et d'inspiration à la fois très positive et aussi très négative, puisque c'est le culte du corps, le culte de l'extérieur, et en même temps aussi toutes les contradictions qui vont avec. Donc on en parlait, effectivement. Ce film de Sylvain Chomet, sorti en 2003, Les Triplettes de Belleville, qui a eu un succès fulgurant. Il a reçu d'ailleurs toute une flopée de prix. Il a même été nominé aux Oscars. Ce film incroyable, voilà, donc bon, qui raconte l'histoire d'un enfant qui devient champion du Tour de France, qui se fait kidnapper. Et puis bon, je vous donne pas la conclusion du film, mais avec aussi tout un propos sur la dureté de l'entraînement, les relations entre la famille et l'enfant poussé à la performance extrême, le sens de sa vie ou l'absence de sens de sa vie. Et puis il y a toute une enquête après qui se déroule et qui démontre aussi disons, des personnages féminins qui sont très forts et très courageux et qui, puisqu'il y a ensuite un déplacement aux États-Unis au cours de l'histoire, qui démontre aussi une vision très stéréotypée des États-Unis d'ailleurs.
mais bon, qui est teinté d'humour et de mélancolie et qui dépeint bien aussi l'évolution du vélo et de la vie parisienne dans ces paysages au travers des décennies qui vont amener d'ailleurs le Tour de France de cette compétition un peu, disons, assez simple et bon enfant à cette espèce d'économie et de marketing de la performance poussée à son extrême pour en aller jusqu'à la destruction des corps en fait. Et donc évidemment, il y a tout un tas de références cinématographiques au vélo. Là, j'en ai choisi que quelques-unes. Mais si vous aimez le cinéma, il y a un petit documentaire Blow Up de la série faite par Arte sur le vélo, qui est magnifique, je vous le conseille vivement, ça dure une dizaine de minutes. Donc il faut taper vélo, cinéma, Arte, vous allez trouver tout de suite. Et donc il y a tout un tas de films qui s'intéressent à la question, déjà dans les années 60 avec Vive le Tour de Louis Malle, Pour un maillot jaune de Claude Lelouch. C'est vraiment des films qui sont très peu connus. Ridley Scott a fait son film de fin d'études avec son frère Tony Scott, donc en 1965. Et ce film s'intitule Boy and Bicycle. C'est un je sais pas comment on dit, un semi-long métrage, enfin, entre le court et le long. Et donc, effectivement, réalisé lorsqu'il était encore étudiant au Royal College of Arts de Londres. Le vélo de Guylain Lambert, un peu plus contemporain avec Benoît Poelvoorde et José Garcia, de Philippe Arel. Et petite information intéressante sur le prochain, on parlait tout à l'heure de BMX. Un film qui s'appelle BMX Bandits. Alors j'ai regardé la bande-annonce, ça a l'air incroyable. Donc c'est réalisé par Brian Trenchard Smith, donc un Américain, et c'est en fait le premier film où apparaît Nicole Kidman, donc en 1983. Et j'ai lu des critiques de ce film et apparemment il est très bon. Mais la bande-annonce, en fait c'est une sorte de bande d'adolescents qui sèment la terreur dans la ville sur leur BMX. Et bon, ça a l'air vraiment, je pense qu'il faut le regarder. Mais je trouvais ça intéressant justement de découvrir que Nicole Kidman avait joué dans un tel film. Et évidemment, ça nous fait penser aussi à la scène dans E.T. où la bande de gamins s'envole avec ses vélos pour échapper aux adultes en fait qui veulent tuer leur ami quoi. Donc bon, il y a toute une poétique aussi de reliée à ce lien entre l'enfance et l'âge adulte et le vélo qui semble être un peu une sorte de moyen de transport presque enfantin, alors qu'aujourd'hui c'est vraiment aussi la figure de proue de l'écologie. Hein, le vélo, c'est quand même, il y a quelque chose aussi comme ça du changement de cet imaginaire relié au vélo qui est intéressant. Et il y a tout un tas de films aussi qui parlent des livreurs à vélo. Notamment Le Prix de l'exploit ou dans sa version originale American Flyers de John Badham avec Kevin Costner, mais aussi un film de 2001 de Xiao Shuai Wang qui s'appelle Beijing Bicycle. Là aussi j'ai regardé la bande-annonce, ça a l'air incroyable, j'ai très très envie de le regarder. C'est une histoire en fait d'un livreur à vélo qui peut se permettre de racheter le vélo avec lequel il travaille au bout de quelques jours de travail, mais finalement il se fait voler son vélo et puis en fait il le retrouve et il finit par avoir une sorte de garde partagée avec un autre monsieur qui veut pas du tout lui rendre le vélo, puis en fait ils deviennent amis. Enfin, il y a l'air d'avoir tout un déroulement autour du vélo avec vraiment une histoire qui a l'air très intéressante. Et aussi, plus récent, Premium Rush de David Koepp avec Joseph Gordon-Levitt, qui raconte aussi une histoire de livreur à vélo qui finit par avoir une sorte de mission épique avec toute la dangerosité des livreurs à vélo à New York, le slalom entre les voitures, enfin toute une histoire aussi de mise en danger des corps qui a l'air très sympa. Et The Program de Stephen Frears, sorti en 2015, qui raconte du coup l'histoire de Lance Armstrong et de ses, disons, connexions avec le monde médical. Donc voilà, le vélo, effectivement, quelque chose qui, c'est vraiment un objet qui a inspiré énormément en termes de culture visuelle, qu'elle soit cinématographique, qu'elle soit performative, qu'elle soit même architecturale. Là, j'ai discuté du coup de la thématique de la conférence avec une amie qui est architecte et paysagiste à Marseille et qui m'a raconté en fait qu'il y avait un projet
de jeunes professionnels en architecture qui sont partis faire plus de 3000 km sur les routes du New Deal aux États-Unis en vélo. Enfin, il y a aussi tout un tas de jeunes professionnels et d'étudiants et d'étudiantes qui font de plus en plus de grands tours à vélo, qui reprennent le vélo pour voyager, pour récupérer la connexion avec la lenteur, avec le passage des paysages et puis avec surtout un moyen de déplacement et de circulation plus respectueux de l'environnement, et qui implique aussi d'arriver à apprendre la mécanique basique de réparation du vélo et des choses qu'on nous apprend par ailleurs pas du tout à l'école, alors que ça pourrait être intéressant d'avoir ça comme base, disons, d'autonomie. Et puis aussi, une chose que je voulais vous raconter, qui est quelque chose que j'ai appris, que j'ai donné un petit cours sur le Bauhaus à mes étudiants récemment. Et le Bauhaus, donc c'est cette école d'art allemande des années 20-30 qui a été chassée par la montée du régime nazi en Allemagne et qui a dû s'exiler, puisque c'était une école qui accueillait non seulement les femmes mais aussi les étrangers, donc c'était quand même des choses qui pour les nazis n'étaient pas... Voilà. Mais dans cette école, il y a eu tout un intérêt pour les matériaux dits industriels, et en fait c'est là où on a commencé à s'intéresser aux structures tubulaires. Et donc en fait les structures tubulaires, c'est donc les tubes en acier pour faire les chaises, dont le siège très connu Vassili de Marcel Breuer, qui est tout en tube et en empiècement en cuir noir. Et en fait Breuer raconte qu'il a eu l'idée de ce siège en regardant son vélo, en regardant les tubes, la structure tubulaire de son vélo. Et donc effectivement ça a entraîné aussi tout un développement du design d'objets à partir de là. Mais le vélo a aussi, dans son acception plus sociétale, été quelque chose de très révolutionnaire dans le féminisme, puisque j'ai trouvé cette citation de Suzanne Anthony, qui date donc de la fin du 19e siècle, qui, elle, est une personne qui a beaucoup défendu les suffragettes, qui a milité pour le droit de vote pour les femmes, etc. Et qui nous dit « La bicyclette a fait plus pour l'émancipation des femmes que n'importe quelle chose au monde ». Donc c'est quand même intéressant. Cet objet qu'on considère banal, acquis, qui fait partie de nos quotidiens, qui a la possibilité de représenter autant de choses culturelles, politiques, sociétales et écologiques, bien sûr, aujourd'hui. Donc ça se retrouve voilà, au travers de toute notre culture artistique, visuelle, picturale, sculpturale aussi. Et c'est évidemment non exhaustif parce que j'ai certainement oublié tout un tas de pratiques liées à ça. Mais pour une introduction au vélo, je trouvais que c'était quand même chouette de vous montrer tout ça. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai trouvé ça très chouette à préparer et je ne m'attendais pas du tout à être autant surprise par la bicyclette comme ça. Donc je vous propose qu'on échange après d'ici quelques minutes, et avant ça voilà, je voulais juste vous remercier beaucoup d'être là et clôturer cette séance, et puis vous inviter à revenir en janvier pour qu'on puisse partager et échanger autour de la danse. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci à toi. Et bonne soirée.